ma famille, ils avaient une petite ferme au Pyrénées, donc ils avaient des vaches et tout. Et moi, quand j'étais petit, j'ai goûté le lait. Le lait, il avait différents profils dégustatifs selon les saisons. Donc c'était pas le lait de printemps, il n'avait pas le même goût que le lait d'automne, non? Mais ça restait dans moi-même. Mais finalement, j'ai décidé que ça c'était compliqué, gérer ça, on ne pouvait pas aller en vacances, tout ça. Donc je suis parti, je me suis dit non, écoute, on va se mettre dans un laboratoire donc, qui est propre, j'aurai des vacances et tout, donc travailler dehors, la nature et tout ça, c'était pas une chose que je voulais pas faire. Et puis voilà, donc, au cours des années, donc, finalement j'ai travaillé dans la chimie, je me suis rendu compte que là j'étais pas une personne, j'avais pas une interaction avec quelqu'un. Et tu étais quelqu'un qui rentrait de son boulot à 8h du matin, qui partait à 5h l'après-midi. Et puis voilà, et chaque jour c'était la même chose. Non? Je faisais des analyses chaque jour, je ne savais pas même les échantillons d'où ils venaient, et pourquoi on faisait les analyses et tout. Donc c'était une chose très méthodique. Je me suis dit non, Tony, il faut faire quelque chose d'autre. Donc je me suis dit écoute, on va voyager un peu, on peut penser et voir qu'est-ce qu'on va faire. Je suis parti en Allemagne. Là, il y a une petite dégustation. Je me suis rendu compte que quand on faisait une petite dégustation, il y avait des choses qui parlaient. Et après, je me suis dit, écoute Tony, quand tu rentres en Espagne, pourquoi pas travailler dans un laboratoire de vin, peut-être, si on arrive à comprendre comment faire du vin, peut-être on peut faire ça. Donc j'ai fait mes études après en Tarragone et après je suis parti à Bordeaux. Et c'est vrai que c'était Bordeaux qui m'a vraiment compris qu'il y avait toute l'histoire du terroir, différentes régions, comment les mêmes cépages peuvent s'exprimer de façon différente selon où il est planté. Et là, il y avait encore une chose plus intéressante qui était la connexion du pied de vigne avec le sol, le climat et la taille des hommes qui font ça. Et encore ça, on peut mettre tout ça en bouteille. Et puis voilà, donc je me suis dit, Tony, on va faire ça, on va mettre en bouteille et toutes les choses que je pensais jamais qu'on pouvait mettre en bouteille. Ça son origine, il y a environ 200 ans, d'une famille française qui est arrivée au Priorat, qui s'appelait Périnet. D'accord. Et ils sont arrivés ici parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'économies par rapport aux noisettiers, aux amandiers, tout ça. Et ça donnait beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de familles qui se sont établies ici, mais Périnet, donc ils se sont établis ici. Et la propriété, il est toujours conservé le nom Périnet. D'accord. C'est pour ça qu'on a pris le nom Périnet, adapté au espagnol, et donc Périnet. Et donc après ça, c'est vrai, quand on regarde la vigne, on regarde le domaine et tout, c'est quand même quelque chose qui t'attire, non? Qui te fait. Pour moi, c'est un laboratoire de vin ici. Ouais. Je pense que Périnet, pour moi, c'est pas le côté classique. Moi, je suis du côté classique à niveau vinif, mais on a la technologie pour faire des vins plus délicats. Mais sinon, pour moi, ça, c'est un laboratoire du Priorat. Je pense qu'ici, on peut expérimenter, on peut essayer avec différents vignobles et tout. On a la chance de faire ça et de bien comprendre qu'est-ce que c'est le Priorat. À niveau sol, à niveau climat et tout. Et c'est pour ça que comme on a différents villages et tout, différentes régions où on fait les vins, on arrive à comprendre comment les différentes typicités de chaque village, ils arrivent à la bouteille. D'accord. Je pense que Périnet, ça peut devenir ça dans le futur. D'accord. Le propriétaire d'ici, ils m'ont appelé en 2014 et on s'est trouvé dans un restaurant. D'accord. Donc, je n'avais pas visité le domaine, je n'avais rien visité ici. Et au moment du dîner, ils ont sorti une bouteille sur la table. C'était mon vin. Et ils m'ont dit, écoute, on a goûté ça.
Et on a demandé, donc on nous a dit que toi, c'est ce qui fait ce vin. Et je me suis dit oui, je suis un producteur, donc je fais ce vin, mais qu'est-ce que vous voulez? Et ils m'ont dit on veut ça. Parce qu'ils avaient aimé le goût du terroir, c'est pourquoi, mais ils ont dit bon écoute, que toi tu travailles dans notre domaine, mais si tu veux donc, nous aider. On a besoin de commencer ce projet ici. La première année c'était compliqué parce que la vigne n'était pas très organisée, donc il y avait pas mal de choses à faire. Et puis voilà, en fait on a démarré la 2016 au marché international, mais on a fait une petite production 2014-2015 qui était très petite, donc on a gardé un peu une vinothèque et l'autre on a démarré. Mais c'est vrai qu'à niveau international on a démarré en 2016. Le terroir, quand on fait la définition du terroir, c'est l'interaction entre le sol, le climat, la façon de travailler la vigne, la façon d'élaborer les vins. C'est une petite région qui a des caractères homogènes et des caractères qui se répètent chaque année. Quand on trouve des régions qui changent beaucoup selon les millésimes et qui ont une variabilité énorme, ça fait pas partie du terroir. Donc le terroir, c'est une chose qui est abstracte, qu'on peut la mesurer en même temps, mais qui a vraiment la personnalité de chaque endroit. Le priorat, quand on parle d'un niveau technique international, on dirait le priorat, c'est sur sol de schiste, donc le climat c'est extrême. Non, mais finalement c'est plus que ça, non? Ça c'est la base. Mais pour moi, le terroir, c'est quand la vigne il a subi beaucoup, quand la vigne il a été dans des conditions très extrêmes, donc on dirait pas d'eau dans le sol, beaucoup de soleil, et il a eu du mal à réussir, il a eu du mal à produire des raisins. Cette raisin-là, il va donner un caractère qui va avoir plus de personnalité qu'un raisin qui a été arrosé, donc qui a été avec un sol plus riche et tout. Donc, c'est comme toi et moi, il y a des gens qui sont riches et qui n'ont jamais trouvé la valeur d'acheter un canapé toi-même, et il y a des gens qui doivent travailler beaucoup pour acheter son canapé. Et ça fait la différence. Je pense que la vigne, s'il l'a subi plus ou moins, ça commence à donner sa personnalité. Donc le terroir, on dirait, c'est la personnalité qui est le résultat d'avoir lutté contre la nature. Alors là, la personnalité du priorat, pour moi, c'est la racine. C'est le côté minéraux surtout, mais surtout le côté terreux. Ici, ça change beaucoup. Il y a des années où on a de la pluie, le terroir, c'est pas trop marqué. Par contre, il y a des années où on a de la sécheresse et tout, et ça donne ce caractère plus terreux, plus minéraux, tout ça. Et pour moi, c'est ça le terroir du priorat. Il n'y a pas un vin qui a moins de 15,5. Parfois, c'est 17. Mais par contre, l'acidité, parce que tous les vins espagnols, ils sont chauds, mais avec une acidité naturelle. D'accord. Et quand on goûte des vins de Napa Valley, par exemple, qui ont monté aussi en alcool, mais ils rajoutent de l'acidité. Et après, ça donne un bouge, un côté acide, mais ici, c'est pas acide, c'est un côté frais. Ouais. Comme j'ai travaillé toute ma vie sur des recettes, j'ai décidé que la meilleure recette, c'était de ne pas faire de recettes. Okay. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la façon de comprendre le vin, c'est faire le suivi chaque jour. On déguste chaque jour et on déguste avec l'idée d'arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe là. Quand on utilise des recettes dans un endroit où, selon les millésimes, les vins, ça peut changer beaucoup, c'est différent de faire la recette dans des choses qui vont changer aussitôt selon les millésimes. Non? C'est comme la cuisine, c'est la même chose. Quand on n'aime pas goûter, quand on n'a pas la capacité de goûter, on utilise la recette. Donc là, on fait de la cuisine avec de la recette et oui, ça va. Il y a des cuisiniers qui ne font pas de recettes.
Non, il y a des chefs qui goûtent et qui ne mesurent pas les quantités, mais qui réussissent à faire un bon repas. Je pense que c'est la même chose. Dans des petits endroits comme ici, je pense qu'il faut laisser les différents ingrédients se mettre en place. J'ai travaillé beaucoup de temps sur bio, mais la traçabilité, donc c'était pas la garantie de que le produit soit bio. Par exemple, la millésime dernière, on a eu beaucoup de mildiou dans beaucoup de régions, donc c'est bien démontré que Vignerons ils ont utilisé beaucoup de cuivre en bio, mais par contre c'est bio, donc il faut bien regarder qu'est-ce que c'est bio. Mais je crois dans une chose qui je pense que c'est plus global. Ce n'est pas la soutenabilité, mais la régénération. Donc là, tout le monde parle de sustainability. Le significat de sustainability, c'est l'habilité the ability to sustain. Et ça veut dire la capacité de rester comme tel. Comme on travaille déjà. Je pense qu'il faut aller plus loin, il faut aller travailler sur la régénération du sol. Si on ne travaille pas sur la régénération du sol, ça ne va pas améliorer notre situation. Je pense que c'était l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure. Quand j'ai ouvert une bouteille avec des gens que je ne connaissais pas, et il y avait un mec qui disait « Ah, ça c'est un vin qui me souvient à un autre vin que j'ai goûté dans un autre endroit. » Je me suis dit « Écoute, c'est compliqué ça, quand on goûte un vin qui te souvient à un vin qu'on a goûté. » Et le deuxième vin que ce mec avait goûté, c'était mon vin. Non. Mais c'était un autre vin que je faisais. Et là, c'est où et après, tu ne peux pas imaginer la connexion qu'on avait. Mais là, je me suis rendu compte qu'encore, la façon de faire du vin, ça peut, d'une façon, exprimer la personnalité de quelqu'un. Bien sûr. Et la connecter avec. Là, c'était super. Ah bah ouais, C'était super.